J'ai été internée à tort pendant 9 mois, et ce alors que je ne suis pas folle. Je souhaite décrire ici la psychiatrie et ses abus. Ceux-ci se mettront chacun à deux par bras et par jambes pour m'immobiliser. L'un d'entre eux me s'emparera de mon jeans et me déculottera. Il déchirera mon jeans ce faisant. Il m'injectera un antipsychotique. Je hurlerai à l'aide, mais personne ne m'entendra. Personne ne viendra m'aider. L'effet est immédiat et dévastateur. Toute impulsion vitale disparaît. Plus de joie, plus de motivation, plus d'élan. Juste une lourdeur permanente, comme si quelqu'un avait éteint la lumière à l'intérieur de moi. Je respire, mais je ne vis plus. Ses membres sont rigides, elle bave, son regard paraît absent, comme si elle n'était plus vraiment là. L'infirmière D s'écrasera de tout son poids sur moi, de telle manière à m'empêcher de respirer. Je suffoquerai littéralement et il ne lâchera pas une seule fois la pression. C'est alors que je le vis porter la main à mon cou, dans un mouvement bref et étrange, aussitôt rétracté. On aurait dit que ses yeux allaient lui sortir des orbites. J'ai eu vraiment l'impression qu'il avait perdu tout contrôle, toute raison. Mais comment en arrive-t-on là? Eh bien, tout commence un soir de mars 2024. C'est le soir où je me fais agresser par un homme. Il faut savoir que cet homme m'avait déjà agressé par le passé, il y a de ça 10 ans auparavant, et il m'avait frappé au moyen de 2 claques de boxe. Donc, comme ça, en plein visage. Ça m'avait fait l'effet de coup de poing tellement cette personne est forte, costaude, bien plus grande et lourde que moi. Mais c'était bien des claques de boxe qu'il m'avait mises. Je suis donc prise de peur parce qu'il avance sur moi en giflant l'air de ses mains. Donc il avance comme ça et il essaye de me frapper. Et vu qu'il m'avait déjà frappé par le passé, je sais à quoi m'en tenir et prise de peur, malencontreusement, je le griffe au cou. Par la suite, lui, ce qu'il fera, c'est qu'il s'emparera du doigt de l'index de ma main gauche, il le pliera, il l'insérera dans sa bouche et il le mordra jusqu'au sang. Dans l'heure qui suivra cette agression, mon doigt gonflera et présentera des ecchymoses. Et par la suite, ce qu'il fera aussi, c'est qu'il ira déposer plainte contre moi pour coups et blessures volontaires, en inventant également que j'aurais soi-disant agressé d'autres personnes, ce qui est tout à fait faux. Ces mensonges seront relayés par certains de mes proches qui, persuadés que je représente un danger, contacteront la police. Donc quelques jours plus tard, quelques jours après l'incident que je viens de relater, je me retrouverai dans ma cuisine et se trouveront également des policiers. Je me souviens très bien que j'avais préparé une tartine saumon avocat et je voulais pouvoir la manger. Donc je me déplace et je me faufile parmi les policiers. Je n'ai absolument aucun geste agressif, je suis calme, tout ce que je fais c'est marcher. Pourtant, l'un des policiers m'agrippe par le bras et me dit « Allez hop, on va au commissariat ». Ce à quoi moi je réponds tout simplement non. Alors il me fait un croche-pied, il me fait tomber par terre, il me retient par la capuche pour m'empêcher de me retrouver vraiment face contre terre. Et ce qu'il fera, c'est qu'il me mettra les menottes, il m'arrêtera, ils m'enverront en cellule pendant plus de 24 heures, c'est-à-dire que j'y passerai exactement 26 heures. Je suis ensuite transférée aux urgences psychiatriques par la police et là je serai accueillie par 2 médecins. L'un me déclarera en parfait état de santé mentale. L'autre, et ça c'est vraiment important de le préciser, l'autre en fait il ne parle pas bien le français, il ne maîtrise pas la langue et il ne semble pas tout comprendre. Pourtant l'entretien se passera en français. Bien qu'à un moment donné j'essaierai de switcher vers l'anglais, mais il ne sera pas réceptif à cette tentative de communication. Et donc on continue l'entretien en français et sur la base de cet entretien,
il me diagnostiquera une prétendue logorrhée et un passage du coq à l'âne. Alors je me demande vraiment bien comment est-ce que cet homme a pu estimer qu'il n'existe pas de lien clair et logique entre mes idées, que mon discours est incohérent alors qu'il ne maîtrise même pas la langue française. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut savoir que lui, il jettera un coup d'œil à mon dossier médical sur Internet, dans lequel une annotation aura été faite par mon médecin traitant. Et cette annotation, elle dit « délire psychotique ?» point d'interrogation. Donc mon médecin traitant, qui n'est pas psychiatre, se pose la question si je ne ferais pas un délire psychotique. Et alors, comment est-ce qu'il en arrive à cette pensée-là? En fait, je lui avais tout simplement relaté que l'un de mes voisins faisait voler son drone au-dessus de la propriété privée de ma famille. Et donc, sur cette base-là, il a estimé que ça relevait d'une hallucination. Donc, la prochaine fois que vous voyez votre voisin ou quelqu'un du quartier qui fait aller son drone au-dessus de chez vous, au-dessus de votre tête, surtout, n'en parlez pas à votre médecin parce qu'automatiquement, vous êtes taxé de psychotique. Que les choses soient claires, les drones en Ukraine, c'est dans votre tête, hein, ça n'existe pas. Si on doit aller dans le même ordre d'idées, ça n'existe pas. Et pourtant, c'est un fait qui a été attesté non seulement par des vidéos, mais également par des témoins. Donc, on est très loin des hallucinations. Et c'est pourtant sur la base de ces entretiens, qui dureront 5 à 10 minutes à tout casser, qu'on me déclarera psychotique. Sur cette base contradictoire et fragile, puisque un des deux médecins estime que je suis saine d'esprit, mais l'autre pas, et bien sur cette base contradictoire et fragile, la psychiatre de l'hôpital décidera de me faire hospitaliser sous contrainte et j'y resterai 9 mois. Une fois arrivée à l'hôpital psychiatrique, je serai longuement écoutée par l'assistante de la psychiatre en chef du service. Elle conclura après une bonne vingtaine de minutes d'écoute, elle conclura que je ne souffre ni d'hallucination ni de délire de persécution. Alors ces mots qui de prime abord paraissent rassurants ne suffiront malheureusement pas à changer le cours des choses. Je me retrouverai alors dans l'unité fermée qui eux appellent aussi unité protégée ou encore UP. Et là, je découvrirai la personne avec laquelle je partagerai ma chambre, que je nommerai A pour des raisons de confidentialité. Et elle m'avoue d'emblée qu'elle est là parce qu'elle a bastonné une jeune femme dans la rue. Et elle l'a vraiment bien bastonnée, pas qu'un peu. Au fil des jours, j'apprendrai à connaître les autres patients de l'unité fermée. Nous sommes 6 au total. L'un de ces patients sera là, on ne sait pas exactement pour quelle raison, mais ce qu'on apprendra, c'est qu'il a eu un comportement sexuel inapproprié envers l'une des jeunes patientes. Malgré cela, les portes des chambres restent déverrouillées toute la nuit, ce qui, moi, personnellement, ne fait qu'accentuer mon sentiment d'insécurité. Une autre dame, plus âgée, est aveugle. Elle, ce qui se passe, c'est qu'elle entretient de longues conversations dans la salle commune avec elle-même. Elle se parle avec elle-même et elle semble s'entretenir avec un frère imaginaire et spirituel. En tout cas, c'est ce qu'elle nous décrit. Comme je vais rester plus ou moins 3 semaines dans l'unité protégée, dans l'UP, des patients partiront et d'autres arriveront. La dame aveugle sera ainsi remplacée par une jeune dame qui est persuadée que les voix qu'elle entend dans sa tête ne sont pas des hallucinations, mais seraient en réalité les pensées des gens autour d'elle. Il faut savoir que cette adolescente, elle consomme régulièrement de la kétamine, qui est un anesthésiant en médecine, qui a été détourné comme drogue pour altérer la perception de la réalité. Après 10 jours d'enfermement, je suis enfin reçue par le juge de paix. Alors le juge de paix, c'est l'équivalent en France du juge des libertés et de la détention, si j'ai bien compris. Et donc, ce juge de paix, il est là pour décider un peu de mon sort. Et il va décider de mon sort, mais sans m'avoir vraiment entendu. Tout ce qu'il va faire, en réalité, c'est suivre l'avis de la psychiatre, qui, elle, préconise de me prolonger de 30 jours
de plus afin de pouvoir m'observer davantage. Moi, j'aurais beau essayer de décrire autant que je peux et tant bien que mal la situation dans laquelle je me retrouve, la réalité telle qu'elle est, mes mots sembleront glisser sur lui en fait. Le mot observation, pourtant, il est trompeur parce que ici, on n'observe personne. Les aides-soignants et les infirmiers passent la majeure partie de leur temps cachés derrière leur baie vitrée, que nous, on a surnommé l'aquarium, et ils n'en sortent que si un des patients est bruyant ou fait une crise. Parmi le personnel se trouve une infirmière que j'appellerai D pour préserver son anonymat. Un jour que je prends à ses yeux trop de temps pour boire, elle s'empare brutalement de mon gobelet, elle le fait tomber par terre et elle me glisse à l'oreille: la piqûre t'attend. Et en effet, quelques heures après la décision du juge, tout bascule. Une douzaine d'infirmiers et d'aides-soignants entrent dans ma chambre, et ce alors que je suis calmement assise sur mon lit. Je n'ai été en rien provocante, je n'étais en rien agressive, je suis simplement assise sur mon lit. Ceux-ci se mettront chacun à deux par bras et par jambes pour m'immobiliser. L'un d'entre eux s'emparera de mon jeans et me déculottera. Il déchirera mon jeans ce faisant. Il m'injectera un antipsychotique. Je hurlerai à l'aide, mais personne ne m'entendra. Personne ne viendra m'aider. Ce jour-là, pas une seule fois on ne m'aura proposé de prendre le traitement autrement que par injection, alors qu'on peut le prendre par médicament, tout simplement. Pire encore, plus tard, j'apprendrai qu'ils ont consigné dans la base de données que, soi-disant, j'aurais été insultante à leur égard, agressive verbalement, agressive physiquement. Tout cela, bien évidemment, c'est de l'ordre du mensonge éhonté. Je n'ai jamais perpétré de tels actes. Ensuite, il faut savoir qu'ils vont décrire ces actes de telle manière à pouvoir légitimer les actes que eux ont posés et qui sont complètement démesurés. Lors d'une intervention du même genre, l'infirmière D s'écrasera de tout son poids sur moi, de telle manière à m'empêcher de respirer. Je suffoquerai littéralement et elle ne lâchera pas une seule fois la pression. À cela s'ajoutent des humiliations plus vicieuses. Un jour, alors que je me tiens à la fenêtre de l'aquarium, une jeune stagiaire s'approche de la baie vitrée et commence à dessiner des petits cœurs sur la baie vitrée, se moquant ouvertement et clairement de moi. J'en fais part à sa superviseure qui, elle, refuse catégoriquement de me croire. Un jour, avant de confier mes sous-vêtements au lavage, je décide de les laver à l'évier, même si j'apprendrai par la suite que c'est strictement interdit de le faire, mais je ne le sais pas à l'époque, donc je laverai mes sous-vêtements dans l'évier avec du savon. Par la suite, j'apprendrai que l'infirmière, elle a consigné quelque chose de très intéressant dans la base de données par rapport à tout ça. Ce serait que, soi-disant, mes sous-vêtements sentiraient l'odeur d'urine. Alors, ça me paraît complètement inconcevable vu que je venais de les laver. Mais c'est pour vous dire jusqu'à quel point ils sont prêts à aller dans la calomnie. Et ça paraît presque naturel en fait. Alors que j'errais dans les couloirs de l'unité protégée, je me rapprochais de la porte de l'unité qui mène à l'unité ouverte. Et par un hasard troublant, un autre infirmier, S, se retrouve au même moment à cet endroit-là. Et à peine m'a-t-il aperçu qu'il vocifère d'un coup de ne pas m'approcher. Moi, je m'arrête un peu interdite, je me mobilise parce que je me trouve à une bonne distance de la porte. Je me trouve à au moins 1 mètre de la porte et il n'y a aucun de mes gestes qui peut faire penser au fait que je tenterais de fuir. C'est alors que je le vis porter la main à mon cou, dans un mouvement bref et étrange, aussitôt rétracté. On aurait dit que ses yeux allaient lui sortir des orbites. J'ai eu vraiment l'impression qu'il avait perdu tout contrôle, toute raison. Plus tard, j'apprendrai qu'il avait retranscrit cet épisode dans la base de données de manière déformée, mensongère,
comme s'il lui fallait absolument tordre les faits pour pour rendre sa propre démesure justifiable en fait. Voici ce qu'il écrira. Il dit j'essaie de quitter l'UP. Je demande à madame de reculer pour que je puisse ouvrir la porte. Madame n'écoute pas mes demandes. Madame refuse de lâcher la porte. Je détache doucement sa main de la poignée dans un premier temps. Je réitère mes demandes et enlève sa main de la poignée une nouvelle fois. Je fais reculer madame avec mon avant-bras au niveau du torse et ce avec douceur. Madame se dit se sentir agressée. Je finis par fermer la porte pour éviter l'escalade. La page qu'il avait écrite, elle était impeccable. À une chose près, elle ne racontait pas la vérité. Dans l'UP, l'ennui, lui, il est constant. Les seules distractions que l'on a, ce sont les jeux de société, le vélo d'appartement, la télévision, ou encore parler avec les autres patients s'ils en ont l'envie et s'ils en ont l'énergie. Alors pour ne pas sombrer et pour éviter de prendre du poids à cause des antipsychotiques qu'on m'injecte de force, je marche en rond, des heures et des heures durant. Les infirmières diront de moi que je suis agitée et qu'elles ont dû restreindre l'accès aux chambres d'isolement afin de restreindre mon champ d'action. Pourtant, ce que je faisais, c'était quelque chose de tout simple, c'était marcher. La seule liberté qu'il me restait. Un jour, la patiente A, celle avec qui je partage ma chambre et celle qui a bastonné une jeune dame en pleine rue, commence à s'énerver dans la salle commune. Sa voix monte, son agitation aussi. Elle semble exprimer une frustration qui déborde, et pourtant elle ne s'en prend à personne en particulier. Mais ce que n'importe qui aurait reconnu comme une montée d'angoisse est perçu par les infirmiers comme une réelle menace. Au lieu de l'approcher calmement, seul à seul, pour lui expliquer que de continuer d'agir de la sorte risquait de l'emmener tout droit dans une chambre d'isolement, ils choisissent la méthode inverse. Ils décident de l'encercler. Leur attitude, elle est hostile, presque militaire. Et évidemment, ça n'a pour effet que d'attiser la colère de A, qui se sent de plus en plus acculée. En quelques secondes, ils sont une douzaine autour d'elle. 12 personnes pour la maîtriser. Pourtant, A n'a absolument aucun geste agressif envers eux. Le seul acte qu'elle accomplit, un peu par dépit, par désespoir, par provocation, est de dézipper son gilet pour se retrouver en soutien-gorge face à eux. A fut ensuite soumise à l'injection d'un antipsychotique pour ensuite être reléguée dans une chambre d'isolement pendant plus d'une journée. Alors ce qu'il est important de savoir, c'est qu'une fois par semaine, je serai reçue par la psychiatre de l'hôpital en entretien. À chaque entretien, j'essaierai de lui expliquer mon parcours professionnel qui a été marqué par un harcèlement sexuel et un harcèlement moral. Elle consultera également mon profil sur masanté.be. Masanté.be, c'est un portail du gouvernement belge qui centralise toutes les informations médicales d'un patient. Donc que ce soit les visites aux urgences, les prescriptions, les examens, les rapports médicaux, les prescriptions, etc. Plutôt que de considérer ces faits comme des événements réels et documentés, elle y verra des délires de persécution. Alors il faut savoir que je souffre d'hypocondrie depuis plusieurs années, ce qui m'a amené à me rendre aux urgences de manière fréquente. Ces passages aux urgences, qui avaient chacun leur raison et leur explication, seront ensuite interprétés par les médecins des urgences et par la psychiatre comme des manifestations de délire psychotique. Pourtant, je me rendrai aux urgences pour des raisons telles que par exemple des céphalées de tension particulièrement sévères. Je resterai 21 jours enfermée dans l'unité protégée. Ensuite, on me transférera dans l'unité dite ouverte, c'est-à-dire l'UO. Là-bas, l'environnement y est moins empressant. En fait, les portes ne sont pas verrouillées. Donc, on peut sortir, se promener librement dans le parc. Mais il faut savoir que tout est fermé à partir de 22h et ne se rouvre qu'à partir de 7h du matin. C'est là que je retrouve un ancien patient de l'UP. On finira par tisser un réel lien d'amitié, ce qui déplaira fortement
à A, mon ancienne compagne de chambre. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle nourrit un faible évident pour lui. Et elle me le fera comprendre de manière de plus en plus agressive. Un jour où je range les chaises de la salle à manger comme je le fais habituellement pour m'occuper l'esprit, A frappera violemment la chaise devant elle au moment où je passe. Cette chaise, elle glissera et elle viendra s'écraser brutalement à mes pieds. Le geste, il est clairement intentionnel. Heureusement, une infirmière assiste à la scène. Elle dit à A qu'elle a tout vu, qu'elle a surtout vu que je n'avais rien fait de mal. Il faut savoir que ça fait une semaine à ce moment-là que A essaye de me faire passer pour une personne conflictuelle. Il s'agit là d'une stratégie évidente pour se dédouaner au cas où elle s'en prendrait physiquement à moi. Vient ensuite le cas de J, un autre patient de l'UO. Il me fera la cour en m'invitant notamment à manger une part de tarte à la cafétéria. Il me donnera son numéro de téléphone tout en précisant qu'il ne veut pas me mettre la pression, que ce sera à moi de lui donner mon numéro de téléphone si j'en ai envie. Je passe quelques temps avec lui et je remarque très vite chez lui un tempérament instable, un penchant évident pour la violence. Par exemple, un jour alors qu'il était en train de peindre, il n'est pas satisfait du résultat. Il commence à hausser le ton et il frappe la table violemment du poing. Ça suffira à me convaincre qu'il vaut mieux que je ne lui donne pas mon numéro de téléphone. Par contre, je donnerai mon numéro de téléphone à R, un autre patient de l'UO. R est quelqu'un de plus calme, de plus respectueux, d'absolument pas violent. Lorsque J l'apprendra, il explosera littéralement de colère. Et un jour, alors que je le croiserai dans le couloir, il s'approchera de moi, il baissera la voix et il murmurera sur un ton menaçant « Tu ne sais pas ce qu'il va t'arriver, je vais te mener une vraie guerre psychologique. » Un après-midi, un adolescent hospitalisé me propose d'aller faire un tour dans le parc en voiture. Alors, moi, je n'y vois rien de mal, je m'ennuie profondément. Du coup, j'accepte. 10 minutes à peine après, à notre retour, une infirmière nous interpelle sèchement. Il est strictement interdit de faire ce que l'on vient de faire. De loin, je remarque que J nous observe avec un sourire narquois. Plus tard, j'apprendrai que c'est lui qui a été rapporter l'histoire à l'infirmière, me faisant passer pour la personne fautive que je n'étais pas. Un autre jour, ce même adolescent me demande pour aller faire un tour en balade dans le parc en voiture une nouvelle fois. Pour ne pas avoir refusé trop directement et par politesse, j'invente une excuse, je lui dis qu'il est déjà trop tard. Une aide-soignante qui passait par là à ce moment-là surprend l'échange et j'apprendrai plus tard qu'elle l'a consigné sous une forme déconcertante dans la base de données et je la cite. Surprise lors d'une conversation avec un jeune, le jeune lui propose d'aller faire un tour en voiture. Elle dit que là maintenant ce n'est plus possible de le refaire car il est déjà trop tard. Collègue prévenu de la situation. Ainsi on me prêtait des intentions qui n'étaient pas les miennes, déformant encore une fois la réalité pour une version plus commode. Un autre jour, D, une jeune patiente qui est connue dans la région pour son tempérament explosif et sa paranoïa, s'exerce à faire des exercices de gymnastique avec J dans les couloirs de l'hôpital. Moi, je passe à côté d'eux sans leur prêter attention. C'est alors que J dit à D que je me serais ouvertement moquée d'elle, ce qui était tout à fait faux. Du coup, D me poursuit et vient me confronter agressivement. Je décide de ne rien répliquer pour éviter que la situation ne dégénère. Mais J continue. Il parle de moi à tous les patients. Il invente des histoires. Il répand des mensonges. Certains patients finissent par aller dire à une infirmière que j'attiserai les conflits. Et cette infirmière, au lieu de venir me consulter, au lieu de venir me demander ma version des faits, elle note dans la base de données, comme s'il s'agissait d'un fait objectif, qu'en effet, j'attiserai les conflits. Et ce, sans imaginer une seule seconde qu'il pourrait s'agir d'une manipulation. J sera également fort dérangé par le fait que je m'entende très bien avec un autre patient que je nommerai D. Un jour, il le plaque violemment contre un mur et lui hurle dessus que je serais une fille à problème,
que toute la région serait passée sur moi et que s'il continuait à me fréquenter, il serait capable d'y avoir recours à la force pour le forcer à s'éloigner de moi. Heureusement, D ne cédera ni à ces intimidations ni à la pression, et ce refus empêchera J d'aller encore plus loin dans ses manœuvres de manipulation. Un autre jour, je fis la connaissance d'une nouvelle patiente qui avait le même âge que moi. Je décidai donc de m'asseoir à sa table, et c'est alors que J surgit d'un coup, vociférant que cette table lui appartenait et que je n'avais nullement le droit de m'y installer. Ses yeux paraissaient être sur le point de sortir de leurs orbites tellement il avait l'air en colère. La psychiatre, informée de la situation problématique avec J, y voit immédiatement un écho avec la situation qui s'est produite entre mon agresseur et moi. Sans chercher à comprendre la dynamique réelle, sans chercher à interroger les témoins, sans envisager que J puisse être violent ou manipulateur, la psychiatre décide et en conclut que c'est moi qui projetterai sur lui un délire de persécution. En d'autres termes, et selon elle, je ne serais pas victime d'un comportement agressif, non. Je l'imaginerais, ce serait dans ma tête. Ce n'est pas J qui manipule, c'est moi qui interprète. Une fois encore, ce que je vis est interprété comme de la pathologie et non pas comme de la réalité. Je resterai près de 4 mois en unité ouverte, 4 mois à côtoyer quotidiennement des personnes en grande détresse psychique. Parmi ces rencontres, il y a cette dame dont le corps semble être complètement figé. Ses membres sont rigides, elle bave, son regard paraît absent, comme si elle n'était plus vraiment là. Pourtant, un jour, je décide de jouer à un jeu de société avec elle, et là, je découvre qu'elle comprend les règles du jeu de société, qu'elle suit le déroulement de la partie sans aucune difficulté, qu'elle joue correctement. Quelques jours plus tard, elle me surprend même. Elle rompt son silence habituel pour me proposer de jouer à nouveau avec elle à ce jeu de société. Sa voix était faible, mais claire. Cette scène me hantera longtemps. Je me demanderai sans cesse si cette femme est réduite à un état de quasi-absence à cause du fait qu'elle est médicamentée ou si son apparence est due à sa pathologie. Je n'aurai jamais la réponse. Mais cette question, ce doute même, restera l'un des éléments les plus marquants de mon séjour. La frontière trouble entre la maladie et les effets du traitement, entre la personne et ce que le système fait d'elle. Quant au rendez-vous avec la psychologue, ils s'avéreront être d'une parfaite inutilité. Ils ne poursuivaient en effet qu'un seul objectif, celui de m'amener à reconnaître en moi une prétendue psychose, sans jamais une seule fois accorder la moindre place à mon propre récit. Pendant ces 4 mois et demi, je serai injectée de force chaque mois avec un antipsychotique particulièrement puissant. L'effet est immédiat et dévastateur. Toute impulsion vitale disparaît. Plus de joie, plus de motivation, plus d'élan, juste une lourdeur permanente, comme si quelqu'un avait éteint la lumière à l'intérieur de moi. Même les plaisirs les plus simples, la saveur d'un repas, la fraîcheur d'une brise qui vient effleurer votre visage, la chaleur d'un rayon de soleil, l'apaisement d'un bon bain d'eau chaude, tout ça me devient inaccessible. Tout est comme anesthésié. Je suis sédatée au point où le monde semble se dérouler autour de moi sans que je puisse y prendre part. Je respire, mais je ne vis plus. Sans omettre les troubles cognitifs qui en découlent, tels que la perte de la mémoire et la perte de la concentration. Je finirai par être libérée, mais sous conditions, donc obligation de me rendre à l'hôpital de jour 1 fois par semaine, et ce alors même que j'habite à plus d'1 heure de route de là. Obligation aussi d'aller voir un psychiatre et obligation d'aller voir un psychologue. Très vite, cette post-cure devient une source d'angoisse intense. Les jours où je dois me rendre à l'hôpital de jour, je tombe littéralement malade. Je vomis, je suis prise de panique et de terreur anticipatoire. J'éprouve des difficultés à respirer normalement. Mon médecin généraliste d'ailleurs me délivrera plusieurs certificats
confirmant que je ne feins pas ces symptômes-là. Mais pour la psychiatre de l'hôpital, ces attestations apparemment n'ont absolument aucune valeur. De plus, certains de mes proches font courir le bruit que je m'isolerai socialement, que je passerai tout mon temps à dormir, ce qui est absolument faux. Je vois des amis à ce moment-là tous les jours même. Je dors 9 à 10 heures par nuit, comme d'habitude, comme à l'accoutumée. Et d'ailleurs, je me pose avec raison la question comment ces proches-là pourraient savoir que soi-disant je m'isole socialement, que soi-disant je dors plus de 12 heures par jour, alors que j'habite à plus d'1 heure de route de chez eux, qu'ils ne me parlent pas et qu'on ne se voit jamais. La psychiatre conclut malgré tout qu'une nouvelle hospitalisation est nécessaire. Ainsi, 3 mois après ma libération, je me retrouve à nouveau enfermée, cette fois-ci dans la section réhabilitation de l'hôpital, et ce sera reparti pour 4 mois et demi d'enfermement. La réhabilitation est bien plus supportable que l'UP et l'UO. Ici, l'atmosphère est plus calme, le personnel est moins sur la défensive. Les portes, pourtant, ils sont verrouillées 24 heures sur 24. Il faut savoir que le balcon du fumoir est même protégé par des barreaux. On se croirait réellement dans une prison. Le seul moyen de sortir de ce bâtiment est de demander l'autorisation au personnel, et ce, à des heures bien précises. Après plusieurs entretiens avec l'assistant du psychiatre en chef, celui-ci émet de forts doutes quant au fait que je puisse être psychotique. C'est alors la première fois depuis des mois qu'un professionnel de l'hôpital envisage une autre lecture que celle imposée jusque-là. Après 4 mois et demi, je sortirai enfin de l'hôpital, cette fois-ci une bonne fois pour toutes. Je serai alors présentée devant la juge de paix, qui est en France l'équivalent de la juge des libertés et de la détention. Mais un malentendu jouera en ma défaveur. Je demanderai tout simplement un ajustement des soins qui me sont imposés, si on peut encore appeler ça des soins donc sous contrainte. Et la juge l'interprétera comme un refus de soins. Par conséquent, aux yeux des autorités, les 3 conditions sont réunies. On prétend que je souffrirai d'une maladie mentale, on prétend aussi que je serai un danger pour moi-même ou pour autrui, et enfin on en conclut que je refuse les soins. Je m'engage alors à chercher un psychiatre à l'extérieur, quelqu'un d'indépendant. Mon nouveau psychiatre affirmera sans ambiguïté que je ne suis absolument pas psychotique. Il demandera à ce que la dose d'antipsychotiques soit réduite au strict minimum. La diminution se fera palier par palier afin d'éviter tout impact négatif sur ma santé. Pour la première fois depuis longtemps, un professionnel reconnaît l'évidence. Le diagnostic que l'on m'a posé il y a de ça plusieurs mois auparavant ne correspond pas à la réalité. J'apprendrai également par la suite que la procureure avait requis mon arrestation en s'appuyant exclusivement sur les paroles de mon agresseur, lequel avait pour objectif de me faire enfermer définitivement. Elle avait prononcé ma condamnation sans m'entendre, décidé de mon sort sans jamais me demander ma version des faits. Ainsi, sans débat, sans contradiction, sans défense, ma parole avait été tout simplement rayée d'un trait. Plus de 20 fois, on m'aura imposé une injection à laquelle je ne consentais pas. Une véritable torture chimique. Mais si je raconte cette histoire, ce n'est pas uniquement pour témoigner de ma douleur, c'est pour dire aussi haut et fort que cela arrive. Que derrière les portes verrouillées des unités psychiatriques, il existe des abus que personne ne veut voir. Il existe des erreurs que personne ne veut reconnaître. Et il existe des vies qui ont été brisées à jamais sans qu'on en fasse quoi que ce soit pour les réparer. J'en parle pour qu'on comprenne l'ampleur de ce que j'ai vécu, pour que l'on cesse de confondre souffrance et folie, blessure et délire, réalité et symptômes, pour que d'autres ne soient plus enfermés, humiliés, détruits, au nom d'un diagnostic approximatif ou d'un système trop pressé pour distinguer le vrai du faux. Alors je fais une petite mise à jour. On est aujourd'hui le mois de février 2026. On est à peu près à 1 an de ma libération.
Et à 1 an de ma libération, mon agresseur a tenté de me faire à nouveau hospitaliser. Alors je vais vous en dire un peu plus sur moi-même afin que vous puissiez avoir l'entièreté du contexte. Je suis diplômée d'un master universitaire en gestion de la communication d'organisation et des relations publiques et d'un bachelier en traduction et interprétation. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu notamment en Australie et aux Pays-Bas, j'ai voyagé à Singapour, en France, en Angleterre, en Espagne, en Autriche, en Suisse, etc. Lors de ma dernière année d'école secondaire, j'ai obtenu un prix international de poésie. J'ai été sélectionnée parmi les pré-finalistes du prix du jeune écrivain et j'ai obtenu le prix du Rotary Club de meilleur élève en allemand.